Bonsoir à tous, il est 18h, jeudi 5 novembre. Merci de nous rejoindre pour le journal dans l'actualité ce soir. Malgré tout, l'activité se poursuit dans quelques secteurs. C'est le cas du BTP. Nous irons faire le point sur le chantier de la Ravine. Il vise à sécuriser la seule route menant à la station de Pradly. Des éboulements, nous irons sur place faire le point sur ces travaux entamés il y a 3 ans maintenant. Nos reportages à la rencontre des commerçants et habitants à l'heure du confinement se poursuivent dans ce journal. Ce soir, direction Thonon avec Jean-Paul Crespi. Et nous rejoindrons également Christian Dupessay en visio. Le maire d'Annemasse est le nouveau président du pôle métropolitain du Genevois français. Mais avant, l'American International Club de Genève est le plus grand club anglophone de la Suisse romande. S'il est apolitique, ses membres suivent bien sûr l'élection présidentielle aux États-Unis qui se joue en ce moment. Élection dont l'issue n'est toujours pas connue. La bataille fait rage, vous le savez, entre le président sortant Donald Trump qui est bien décidé à entamer une guerre juridique et le candidat démocrate Joe Biden qui s'approche des 270 grands électeurs nécessaires à son élection. Le décompte des voix est presque terminé. À l'heure où je vous parle, le président de l'American Club de Genève nous livre son regard sur cette élection. On l'écoute au micro de Victoria Lopez. Normalement, chaque 4 ans, on a une soirée le soir de l'élection présidentielle, chaque 4 ans. Et cette année, parce que la politique, c'est très bipolaire entre les deux partis, les démocrates et les républicains, on a décidé cette année pour éviter l'élection, la soirée que nous avons chaque 4 ans, et laisse tomber et reste à côté et voir seulement comme un spectateur dans l'événement. J'ai la confiance dans le système politique. Et dans cette élection, la chose importante, c'est chaque vote compte. Si Biden ou Trump gagnait, c'est moins important que la procédure démocratique continue comme les années précédentes. Le système marche, mais il marche un peu lentement, c'est ça. Toute cette année, parce qu'il y a le Covid, il y a beaucoup de changements, c'est un peu déséquilibré le système cette fois. Je vous le disais en titre, le chantier de la Ravine, implanté sur la seule route qui donne accès à la station de Pradly pendant l'hiver, devrait être terminé dans les délais prévus. Une galerie de 150 mètres est en cours de construction pour protéger les véhicules des éboulements. Elle devrait être terminée dans un an. Aude Frappin et Lorena Bordiec sont partis faire le point sur l'avancée des travaux. Le chantier a commencé en 2017. Une galerie est en cours de construction sur la RD 328, près de la Ravine en Haute-Savoie. Elle protégera la route des importantes chutes de pierre. Donc la galerie, elle est conçue pour globalement retenir la montagne, ou en tout cas retenir les matériaux qui vont lui tomber dessus. À terme, les matériaux, au lieu de tomber sur la route, vont venir s'accumuler sur le toit de la galerie, et puis vont basculer si nécessaire. Malgré la crise sanitaire qui a retardé la reprise du chantier en début d'année, la galerie devrait être terminée dans les délais. Les ouvriers vont continuer à travailler pendant la deuxième période de confinement afin d'ouvrir la route à partir du 4 décembre pour la période hivernale. De nouvelles contraintes qui ont demandé quelques ajustements sur le chantier. Donc on a par exemple augmenté les capacités de la base vie, donc là où les réfectoires, les sanitaires, etc. pour les compagnons. On a tous des masques, tous du gel. On a également été obligé de revoir le planning par rapport à la coactivité pour que tous les intervenants ne soient pas sur la même zone de travail. Donc ça a été vraiment un gros travail à la fois d'approvisionnement des moyens nécessaires et de réorganisation du planning général du chantier. Chaque année, la route est rouverte pour la saison hivernale afin de laisser un accès à la station du Pradly qui représente environ 7500 lits. La construction de cette galerie est donc un choix stratégique du département pour maintenir l'activité économique de cette station pendant la période d'affluence touristique. C'est non seulement stratégique, mais c'était impératif de pouvoir, je dirais, réouvrir cette route pour donner accès au Pradly, parce qu'il n'y a pas d'autre accès en hiver. Si on arrête le chantier également, c'est du fait de l'hiver, il n'est pas possible de pouvoir travailler à une telle altitude quand même, du fait de l'épaisseur de neige et je dirais les conditions climatiques qui sont relativement, je dirais, très contraignantes dans cette période-là. L'objectif, effectivement, quand je dis impératif, c'est qu'on est obligé de le faire. Là, on ne peut pas laisser, au niveau économique, une station comme ça, je dirais, complètement enclavée. C'est pas pensable. Eu égard, je dirais, au commerce, à la vie économique, eu égard à tous ceux qui ont des résidences secondaires et qui viennent passer quelques jours ou quelques semaines ici, dans cette station du Pradly. Le projet est financé à 100% par le département.
pour un budget total de 20,6 millions d'euros depuis le début de la construction. À terme, la route devrait être réouverte à la circulation fin 2021. Notre invité du jour, je vous le disais en titre, est Christian Dupessay, le maire d'Annemasse et depuis bientôt 2 mois, le nouveau président du pôle métropolitain genevois français. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, même à distance, confinement oblige. Alors vous succédez à Jean Denel, ancien maire de Thonon. Tout simplement, quelle est votre priorité numéro 1 aujourd'hui ? Les enjeux, on le sait, sont très nombreux quand on parle du genevois français, du pôle métropolitain. Vous venez de le dire, hein, les enjeux sont très nombreux, donc définir une priorité serait peut-être compliqué. D'abord, la première peut-être, et on ne peut pas passer à côté, c'est les conséquences de la crise sanitaire et comment on peut gérer au mieux, dans le cadre du Grand Genève, en concertation, cette crise et éviter ce qui s'est passé au mois de mars-avril, c'est-à-dire la fermeture brutale de la frontière. Et je crois qu'on a appris de cette période-là, qu'on travaille ensemble, élus suisses et français, en accord d'ailleurs avec les autorités françaises et bernoises, et que les solutions sont trouvées d'un commun accord. Ça, c'est la priorité immédiate. Mais les priorités, pour nous, c'est bien sûr la mobilité, c'est bien sûr la transition écologique, c'est bien sûr le développement économique et l'aménagement du territoire. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé au mois de décembre dernier, c'est-à-dire il y a déjà 1 an, hein, c'est ce qu'on a appelé la révolution de la mobilité avec le Léman Express, le tram, les bus à haut niveau de service, les voies vertes. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte qu'il serait bien de pouvoir réfléchir à une gestion de l'ensemble de ces formes de mobilité à l'échelle du pôle métropolitain. En fait, on travaille sur une AOM, c'est comme ça qu'on dit, une autorité organisatrice de la mobilité qui pourrait être, dans les années à venir, à l'échelle du pôle métropolitain, parce que ça nous semble être la bonne dimension dans cette grande région d'1 million d'habitants, avec les 423 000 habitants français de cette région binationale. Vous avez devancé 2 de mes questions. On va commencer avec la crise du Covid. Vous avez évoqué la fermeture des frontières. Il y a eu également la problématique du télétravail pour les travailleurs frontaliers qui a pu être aménagée, mais la question va demeurer dans les prochains mois. Il y a aussi la problématique du recrutement des personnels hospitaliers. Est-ce que finalement, dans toute cette crise-là, il y a une forme d'opportunité de mettre pas mal de choses à plat avec nos voisins genevois ? Il y a l'opportunité de travailler en permanence et en lien étroit. Évidemment, on a des règles différentes, des lois différentes. On est 2 pays, hein, il ne faut pas cacher la réalité. La frontière, elle existe administrativement de manière très, très claire. Mais cette crise a montré que quand on ferme la frontière, c'est bien sûr une crise économique, c'est bien sûr des difficultés des 2 côtés de la frontière, pour les gens qui travaillent, les pendulaires, comme l'on dit, les frontaliers. Mais c'est plus que ça. C'est un vrai bassin de vie qui est coupé en 2, qui est coupé, et on a bien vu qu'à cette époque-là, les familles qui ont des parents du côté suisse ou des parents du côté français ne pouvaient plus se rencontrer. On a même vu cette scène étonnante d'un père tendant son bébé au-dessus des barbelés, en quelque sorte, à sa maman, parce qu'ils étaient tous les 2 séparés par la frontière. Ça, on ne veut plus le voir. Et je crois que le travail que l'on a fait depuis montre que l'on est capable de travailler non seulement sur le long terme, ça on savait, hein, on a fait le Léman Express ensemble, on savait qu'on peut porter de grands projets, mais à travailler et qu'on est capable de travailler sur l'immédiat, dans des situations compliquées. Et aujourd'hui, on y arrive, on a des contacts réguliers avec le Conseil d'État de Genève. Vous faisiez allusion au recrutement des personnels de santé. Vous savez, quand j'ai vu un hebdomadaire, un journal, peu importe, titré « Les HUG, l'hôpital de Genève, vont recruter 300 infirmiers, infirmières ». On a eu peur. Eh bien, parce qu'on a pu discuter immédiatement avec les conseillers d'État, il y a eu un engagement des conseillers d'État pour dire « mais à aucun moment nous n'irons dans cette période particulière chercher des infirmiers côté français parce qu'on ne veut pas déshabiller
le service hospitalier français dans une période de crise comme celle-ci. Voilà, c'est une image qui montre qu'on est capable de trouver ensemble de bonnes réponses aux problématiques compliquées que l'on a. Vous l'avez évoqué également, le Léman Express, l'inauguration avait lieu il y a presque un an, c'était mi-décembre. Ça devait être une révolution pour la mobilité de la région. Alors depuis, évidemment, il y a eu les confinements, la crise du Covid. Mais est-ce que ça a vraiment été cette révolution-là? Est-ce que vous êtes déçus un an après des conséquences sur la mobilité dans notre région du Léman Express? Non, on ne peut pas être déçu parce que la situation est quand même très, très particulière. Vous savez, je crois qu'on n'a jamais vu une infrastructure de cette importance-là, de 2 milliards d'investissements, se mettre en place dans des conditions aussi mauvaises. La crise sociale d'abord, puis la crise sanitaire. Évidemment, ce n'est pas les meilleurs moyens de développer les transports en commun. Aujourd'hui, quand même, les chiffres sont là. Le Léman Express, avant la nouvelle période de confinement, avait retrouvé un taux de fréquentation proche de 60% de sa capacité. C'est pas si mal que ça. On était au fin février, on était à 80%. Donc vous voyez, on retrouve ces chiffres-là. Ou le tram, par exemple, le tram, lui, il est quasiment à 90% des objectifs qu'on s'était fixés. C'est dire que malgré la crise, malgré le confinement, malgré la situation très compliquée que l'on vit, eh bien, ces outils de mobilité jouent pleinement leur rôle. Et comme je crois qu'on l'espère tous, ça ne durera pas tout le temps. Je crois qu'on a là de quoi avoir beaucoup d'espoir pour la suite. Rapidement, dernière question. En tant que maire d'Annemasse, vous avez répondu récemment à la sollicitation des commerçants qui demandaient un arrêté municipal pour leur réouverture. Ça a été fait dans quelques villes de France. Vous avez souhaité leur répondre. Pourquoi ne pas y avoir répondu favorablement à cette demande d'arrêté municipal? Parce que je trouve que c'est un coup pour rien. On sait très bien que ces arrêtés sont immédiatement rendus sont illégaux par rapport à la loi. Un décret ministériel est supérieur à un arrêté, donc il tombe. Donc c'est un effet de manche, un effet un peu démagogique, je le dis, quels que soient mes collègues maires qui aient pris cette situation. Et moi, je préfère ne pas utiliser ce moyen-là pour être aux côtés des commerçants. Je crois que la priorité, il y a 2 priorités très importantes. La première, c'est la sécurité sanitaire. Et c'est ça qui compte. Quand on voit les chiffres aujourd'hui, il faut que le confinement qui a lieu aujourd'hui réussisse. C'est le seul moyen pour que l'on redescende à des taux de contamination plus faibles. Et puis l'autre priorité, c'est d'être aux côtés des commerçants, de trouver toutes les solutions qui leur permettent de tenir le coup, de les aider, de manière à ce que lorsque la crise sera finie, ils se retrouvent en situation d'agir de manière positivement. Je crois que c'est la bonne solution. Donc j'ai dit aux commerçants d'Annemasse qu'on était à leur côté, qu'on allait continuer les aides avec Annemasse Agglo pour leur permettre de faire face à cette situation. Et puis on trouve tous les moyens, notamment par le biais de la vente à distance pour les petits commerçants. On trouve tous les moyens pour les aider. Ce n'est pas un coup de pub qui permet de trouver les solutions. On est dans une situation trop sérieuse pour utiliser ce moyen-là. Donc voilà ce que j'ai écrit. Mais je suis aux côtés des commerçants comme aux côtés de tous ceux qui sont frappés par la crise que nous vivons. Merci beaucoup Christian Dupessay, et puis on espère pouvoir vous accueillir sur notre plateau très rapidement quand tout ira mieux. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci. Les petits commerçants remontés un peu partout en France, on vient de l'évoquer avec notre invité. À Annecy par exemple, l'association des vitrines d'Annecy et le groupement national des indépendants, le syndicat professionnel qui regroupe cafés, hôtels et discothèques, sont passés à l'action pour faire réagir la mairie et les habitants sur leur situation. Plusieurs de ces membres ont collé des affiches à vendre sur les enseignes du centre-ville autour de la rue du Lac. Pour ceux qui connaissent, un moyen d'alerter la mairie sur le danger de fermeture définitive qui pèse sur certaines boutiques. Ils demandent aussi aux habitants d'attendre leur réouverture pour faire leurs achats de Noël. On écoute Thierry Radis, le président des vitrines d'Annecy, au micro de Lorena Bordiec. L'action, elle a donc 2 cibles. La première, c'est vis-à-vis de la mairie.
pour leur montrer, pour leur faire prendre conscience qu'il y a ce danger immédiat avec les commerces et que sans son aide, on ne pourra pas fonctionner. La deuxième cible, c'est celle des clients des commerces pour qu'ils soient bien conscients qu'on a besoin d'eux au moment du retour à l'ouverture et on les attend dans nos commerces pour pouvoir les servir au mieux. Il y a eu des arrêtés la semaine dernière dans certaines communes, dont certaines grandes villes comme Valence, où le maire a autorisé l'ouverture des commerces qui étaient fermés du fait de l'État et il paraît que ces arrêtés sont illégaux. Il n'empêche qu'en tant que le préfet ne les a pas cassés, les commerces restent ouverts et ça reste du chiffre d'affaires qui n'est pas fait quand ils sont fermés. Donc on a mis le numéro de l'Élysée parce que le responsable de la fermeture des commerces, c'est bien le gouvernement. Et celui qui est à la tête du gouvernement, c'est le chef de l'État, tout simplement. Et justement, vous le savez, chaque jour dans le journal, nous partons à la rencontre des habitants et des commerçants de notre région. Comment vivent-ils ce deuxième confinement? Comment imaginent-ils leur nouveau quotidien? Jean-Paul Crespi a posé la question aux professionnels de Thonon. Ils oscillent entre espoir et inquiétude. Des rues désertes, un centre-ville refermé sur lui-même et des boutiques fermées en raison du second confinement. Si certaines d'entre elles ont baissé leurs rideaux métalliques, des commerçants tentent de résister. Parmi les solutions virtuelles de proximité mises en place pour échapper à la morosité, tout en restant ouverts sans recevoir du public, le site internet, le drive, la livraison à domicile, le click and collect. Une solution dématérialisée, sans contact, qui ne satisfait pas quelques commerçants, soucieux de maintenir un semblant d'activité dans leurs rues et leurs commerces. Le rideau baissé, ils sont dans leur boutique, lumière allumée et continuent de travailler. Leur boutique en ligne comme point de vente. Je pense qu'on prouve encore qu'on est existant parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent même taper à la porte pour savoir si on est ouvert et qui veulent du coup qu'on survive tout simplement. Par contre, le problème qu'on a, c'est plus sur l'idée au très long terme. Il y a toutes ces dettes qu'on accumule et toutes ces solutions qu'on doit trouver pour éviter la faillite en fait. Au début, il y a eu un gros découragement quand on a appris la nouvelle d'un nouveau confinement. Mais on essaye de réagir, de faire vivre notre page Facebook, d'échanger avec nos clients pour que le contact ne soit pas rompu comme au premier confinement. Et puis je pense que pour le moral, c'est très important que ça soit pour nous et puis pour les clients, pour tout le monde. Ne pas déserter, ne pas subir la situation. Parmi les commerces restés ouverts, certains doivent malgré tout s'adapter. On voit que les commerçants viennent quand même dans leur boutique, ils rechangent leur vitrine, ils sont en colère par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, si on peut les aider, peut-être que demain on fera peut-être du drive pour eux ou je sais pas quoi. Aujourd'hui on est en train d'étudier un peu tout ça tous ensemble. Et nous qui sommes ouverts, s'il faut le faire, on rendra service dans ce sens-là aussi. C'est important. Il faut être unis, il faut être indispensable qu'il y ait une cohésion sur l'ensemble de l'offre thononaise. Moi je reste optimiste parce que j'ai envie d'y croire et j'ai envie de sauver mes boulots, mes sociétés, mes jobs, mes employés. Confinement, port du masque, couvre-feu, autant de mesures prises par l'État qui ne font pas l'unanimité. Ils étaient une petite quinzaine à braver les mesures du confinement ce mardi soir à Annecy. Ces membres du Grand Rassemblement ont manifesté devant la mairie, sans masque donc et sans motif de déplacement valable. Tous dénoncent ces nouvelles mesures qu'ils jugent liberticides. Ils considèrent le port du masque et le test PCR comme une atteinte à leur intégrité physique. Et ces lois contraires aux droits de l'homme. Une dizaine de policiers étaient également sur place pour encadrer le mouvement. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Lorena Bordiec et Aude Frappin. Comme en ce moment, la situation se durcit au niveau des masques, du confinement, du couvre-feu, on estime qu'une fois de plus, nos libertés sont bien entamées. Et donc j'ai appelé effectivement à ce que l'on vienne se rassembler sur cette place de la mairie et éventuellement défiler dans les rues en faisant un petit peu de bruit pour interpeller tous nos concitoyens et commerçants qui sont un peu en train de se recroqueviller. Je suis là pour revendiquer qu'il faut réaffirmer le principe d'intégrité physique et de responsabilité individuelle. Je refuse qu'on m'oblige à obstruer mes voies respiratoires. Je refuse qu'on m'impose de me mettre une tige dans le nez. Mon corps, c'est moi qui choisis. Et en dernier lieu, je refuserai qu'on me force à me vacciner.
Voilà, des propos à mettre en perspective aujourd'hui. Les professionnels de santé de Haute-Savoie ont décidé d'alerter de nouveau sur la situation sanitaire. Ils viennent d'envoyer en communiqué. On y trouve les hôpitaux du département, les médecins libéraux, l'ordre des médecins de Haute-Savoie. Ils alertent donc sur la situation sanitaire. Aujourd'hui, le nombre de patients hospitalisés pour Covid dépasse largement celui connu au pic de l'épidémie au printemps. Les services de réanimation prennent en charge chaque jour de nouveaux malades et sont bien au-delà de leur niveau d'activité habituel. Et les données actuelles annoncent une très forte hausse du nombre de patients à hospitaliser dans les tout prochains jours. Les effets du confinement ne se font pas encore ressentir. Pour rappel, il y a une quinzaine de jours de décalage. Et seule l'implication, je continue de citer le communiqué, seule l'implication de chacun permettra d'enrayer cette épidémie comme cela a été le cas au printemps. Pour rappel, voici les derniers chiffres concernant la réanimation au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, 717 patients du Covid sont en réanimation dans la région pour une capacité initiale de 559 lits. Une capacité aujourd'hui en réanimation de 1032 lits. Et toujours concernant cette situation sanitaire, la station de Valmorel a annoncé cet après-midi l'annulation de la Spartan Winter, initialement prévue le 30 janvier prochain. Le rendez-vous rassemble chaque année près de 4000 participants. Rendez-vous est donné les 29 et 30 janvier 2022. Et puis enfin, une info santé. Mais pas le Covid. 45 départements français sont fortement menacés par la grippe aviaire en raison de la présence d'oiseaux migrateurs, selon un arrêté publié ce jeudi au Journal officiel. C'est le cas de l'Ain et des Pays de Savoie. Le risque de contamination des élevages d'oiseaux par le virus de la grippe aviaire est élevé. La déclaration des oiseaux est donc obligatoire par arrêté du ministère de l'Agriculture. Tous les détenteurs d'oiseaux domestiques comme les pigeons, les poules, les pintades, les autruches ou encore les canards ont l'obligation d'en faire la déclaration auprès de la mairie où sont détenus ces oiseaux. Attention, si vos oiseaux sont maintenus en permanence en intérieur, vous n'êtes pas tenu de faire cette déclaration. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de votre mairie. Pour rappel, les éleveurs de canards du sud-ouest avaient été frappés à 2 reprises lors des hivers 2016 et 2017 par ces épisodes de grippe aviaire. Cela avait occasionné des abattages massifs et coûté des centaines de millions d'euros aux producteurs. Pour rappel, la grippe aviaire ne présente aucun danger pour l'homme. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de nous échapper un peu avec des images qui font du bien aux yeux et au moral dans ce contexte morose. Des images d'Autelus dans le Beaufortin, des images aux couleurs de l'automne, vous le voyez. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau journal. Juste après la météo, on se retrouve pour le dernier épisode de Panorama. On vous emmène à Outdoor Sport Vallée ce soir, toute la semaine avec Sébastien Germain. Passez une très belle soirée. À demain, prenez soin de vous.